toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour cette 16e visioconférence. Celle-ci aujourd'hui sera dédiée à l'une de nos belles régions françaises, le Berry, à travers un itinéraire thématique, la ronde des châteaux du Berry, une échappée culturelle concoctée et guidée par une de nos fidèles conférencières, Madame Oksana Garin. Cette échappée culturelle que Plein-Cap vous propose aura lieu du 7 au 10 octobre 2021 au départ de Paris. Nous allons donc parcourir en quelques minutes à présent cette séduisante région à travers donc cet itinéraire. Donc bienvenue à toutes et à tous dans le Berry, une province très séduisante, autant par sa diversité, sa bonne nature, ses saveurs, son histoire qui bien sûr nous permettra de revivre aussi l'histoire de la France. C'est ici dans le Berry, au cœur de la France, que l'on créa en effet l'une des toutes premières routes touristiques dans les années 1950. Une carte ici pour vous resituer donc le Berry au cœur de la France, à seulement 2 heures à peu près en autocar de Paris. Donc, nous avons réservé pour vous, pour cette échappée culturelle, un hôtel au cœur de la campagne berrichonne, un hôtel de charme, un petit hôtel de 43 chambres au bord d'un lac, on en reparlera un petit peu plus tard. 3 nuits dans cet hôtel pour rayonner donc en étoiles dans toute cette très belle région. Un rythme de voyage culturel donc très paisible, alliant aussi bien la découverte, la convivialité et surtout en dehors des sentiers battus et en dehors du tourisme de masse. Le groupe sera constitué donc entre 15 et 25 participants maximum, donc une visite en toute convivialité et confortable. Cette région donc du cœur de la France, cette région donc du Berry est bordée par l'Auvergne et le Limousin au sud, la Bourgogne et la Loire à l'est, la Sologne au nord et traversée de part en part par le Cher. Le Berry présente un relief alternant petites collines, vignobles, champs, cours d'eau et forêts. On y croise aussi de très beaux châteaux, des églises romanes, des villages résonnant encore le passage de l'illustre Jacques Coeur, de Georges Sand ou bien Alain Fournier, le célèbre auteur du Grand Maulne. Il faut savoir qu'en Berry, on n'oublie pas le bien vivre, les produits gastronomiques que vous aurez l'occasion de déguster au cours de cette escapade, des produits de grande renommée. On peut citer parmi ces derniers les vins de Sancerre, les vins de Pont-Salon, les crottins de Chavignol et un bon nombre de spécialités. Une dynamique très culturelle dans cette région, la plupart du temps tournant autour des fêtes propres à chacun des villages. Cette région donc, est constituée de 2 départements, le Cher et l'Indre, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette carte. J'ai encerclé les villes qui vont nous intéresser, les grands sites touristiques pour notre escapade. Le Cher et l'Indre donc, sont héritiers de cette région berrichonne. Les limites ne coïncident pas exactement avec les limites de l'ancienne province. Les contours sont un petit peu incertains. Le Cher, plus au nord donc, de la région, correspond au Berry. Il incorpore un bon nombre de territoires qui appartenaient autrefois d'ailleurs aux Bourbonnais. Le Cher, donc en quelques chiffres, a une superficie d'environ 7200 km². C'est un département qui appartient à la région centre. Et ce département du Cher représente une belle part de l'histoire du Berry depuis les peuples celtes jusqu'au Moyen-Âge. Son chef-lieu est la superbe ville de Bourges, dont on aura l'occasion de parler dans quelques minutes et qui fera l'objet aussi d'une étape de notre escapade. Le Cher tire son nom de la rivière qu'il traverse. Et le deuxième département formant le Berry, il s'agit donc de l'Indre qui correspond au Bas-Berry, donc comme vous pouvez le voir ici sur cette carte. Jusqu'au milieu du XXe siècle, un dialecte de la langue d'Oïl, le berrichon, était parlé dans presque tout le département. Il était influencé par des parlers locaux des aires limitrophes, donc influencé par ces parlers, à savoir celui de la vallée de la Loire, de l'Orléanais, de la Sologne au nord et du Nivernais également. Vous pouvez l'apercevoir ici, le drapeau du Berry, donc le drapeau historique de cette province,
Il reprend en effet les armes des ducs de la province sous sa forme moderne, c'est-à-dire composée de 3 fleurs de lys. Et la couleur bleue et les fleurs de lys sont directement associées au roi de France. Nous allons également parler au cours de cette présentation et au cours de cette escapade de la fameuse route Jacques-Cœur que vous avez certainement parcourue à un moment ou à un autre, dont vous avez entendu parler. Il s'agit de la plus vieille route historique et touristique de France, puisqu'elle a vu le jour en 1961, et elle repose sur un patrimoine historique unique et très varié. La route Jacques-Cœur offre une belle balade d'environ 150 km entre Gien et Aîné-le-Vieil, à travers champs, villages, vallées, vignobles et de très beaux châteaux. Alors, qui était le fameux Jacques Cœur? En quelques mots, donc, c'était un contemporain de Jeanne d'Arc, d'Agnès Sorel ou encore du roi de France Charles VII, dont il fit le grand argentier. Jacques Cœur a été porté par une ambition sans limite, puisqu'il est devenu l'un des hommes les plus importants de France au cours du XVe siècle. Il est né à Bourges, d'origine assez modeste. Il a gravi au fil des années les échelons de la société et s'est enrichi considérablement en étant l'un des premiers à commercer avec le Moyen-Orient. L'héritage laissé par Jacques Cœur est assez conséquent dans la région, à commencer par son palais, le palais Jacques Cœur dont on parle lorsque l'on visite la cité historique de Bourges, le palais qu'il s'est fait construire au cœur de la ville de Bourges et que l'on considère comme l'un des plus bels exemples d'édifices gothiques civils en France. Nous allons commencer donc notre découverte jour par jour. Donc notre premier jour, nous partirons de Paris en tout début de matinée en autocar avec notre conférencière et guide, donc Oksana Nagara. Direction le cœur de la France, 2 heures de route pour rejoindre le premier site qui fera l'objet de notre visite, le château La Bussière. Notre première journée va être consacrée au château La Bussière et au château de Menetou-Salon. Le château de La Bussière, donc le voici ici plus en détail. Comme le montre cette photo à gauche, on a vraiment l'impression que celui-ci est posé au milieu des eaux. Une forteresse datant du XIIe siècle, un château qui a été transformé en demeure de plaisance au XVIIe siècle par les seigneurs du Tillier, proches serviteurs des rois de France. En 1814, la famille Chasseval l'acquiert et aujourd'hui, ce sont leurs descendants, Laure et Bertrand Baumlaer et leurs enfants qui sont propriétaires des lieux. Avant d'arriver au château à proprement parler, comme vous pouvez le voir sur la photo à gauche, on pénètre donc par la grande cour d'honneur en passant les communs en briques que l'on peut apercevoir, qui permettaient d'engranger autrefois les récoltes du domaine, puisque c'était un domaine de 35 000 hectares au XVIIe siècle. Nous passerons devant l'orangerie, les écuries, la sellerie également. C'est en 1962 que le comte et la comtesse de Chasseval ouvrent le château à la visite au public en y installant à l'intérieur une remarquable collection d'objets d'art. Ici, donc, le plan à nouveau de ce vaste domaine vous permet de situer les lieux. Et voici donc quelques photos donc de l'intérieur, des collections d'art que l'on peut apercevoir à l'intérieur. Vous visiterez donc ce beau château, ces différentes pièces, cette succession de pièces, avec un mobilier familial assez extraordinaire, des pièces meublées. Vous visiterez notamment la magnifique pièce voûtée du XVIIe siècle, la salle à manger, comme vous pouvez l'apercevoir ici même, les salons donnant sur les jardins, une vue imprenable sur les jardins et sur l'étang, le noble bureau que vous pouvez apercevoir sur la gauche ici de l'écran, la lingerie, la cuisine également, et nous poursuivrons avec le musée de la pêche en eau douce, puisque ce château de la Bussière, on l'appelle aussi le château des pêcheurs. En effet, le comte et la comtesse de Chasseval ont aménagé ce château en fondant au milieu du mobilier familial un musée de la pêche en eau douce avec de nombreuses collections sur l'art de la pêche et des poissons. Vous avez notamment ici, parmi les pièces les plus importantes de ce musée, un poisson
préhistorique assez extraordinaire qui est le colacanthe. Et vous avez différents objets, faïences également évoquant l'art de la pêche. Nous poursuivrons notre découverte du château de la Bussière à travers une promenade dans son parc paysager. Un parc paysager datant du XVIIe siècle, dessiné par le célèbre Le Nôtre, et plus récemment réaménagé au début du XXe siècle par Édouard André. Un très beau jardin qui est complété par un potager, donc un parc assez exceptionnel, un potager à l'ancienne qui lui a été aménagé au XVIIIe siècle, qui remplace les anciennes vignes qui étaient donc dans le domaine. 1,5 hectare donc à l'intérieur de murs clos, avec donc le potager ancien et un très beau verger également où regorge de nombreux fruits, une trentaine de pommiers, poiriers et bien d'autres arbres fruitiers encore. Voici encore quelques photos de ces magnifiques jardins. Nous quitterons ensuite le château de la Bussière pour rejoindre à quelques pas d'ici, puisque tous les lieux que nous allons visiter sont vraiment à quelques kilomètres les uns des autres. Nous allons faire un arrêt au canal de Briare. Ça sera notre pause déjeuner. Donc pour cet itinéraire, cette escapade, les restaurants ont été sélectionnés donc par notre conférencière, par Roxana, pour vous permettre aussi de découvrir la gastronomie locale, les différentes spécialités. Nous déjeunerons donc à l'auberge de Briare. Quelques mots sur ce fameux canal de Briare. Ce canal fait partie de la centaine, enfin le pont canal de Briare fait partie de la centaine des ponts-canaux qui ont été édifiés en France au cours des siècles, et celui-ci est d'ailleurs le plus ancien des canaux de France puisqu'il a été construit sous Henri IV. Le canal en lui-même fait 54 km. Son parcours va de Briare jusqu'à Montargis, comme vous pouvez le voir ici sur la carte. Et le canal est ponctué de 38 écluses. Il a été ouvert à la navigation en 1642. Il est ponctué de nombreux ouvrages d'art, dont le fameux pont-canal qui va nous intéresser pour l'instant. Et donc, vous avez quelques photos ici. Une photo ancienne où on voit vraiment très, très bien ce pont-canal qui fait partie du fleuron du patrimoine fluvial français, puisqu'il a été construit notamment par l'entreprise de Gustave Eiffel entre 1890 et 1896. Sur les photos en bas de l'écran, vous apercevez donc aussi ce pont-canal qui est un pont métallique de 662 mètres, soutenu par 15 travées de 40 mètres de long et 11 mètres 50 de large. Et le tout, donc le pont est suspendu à 11 mètres au-dessus du fleuve. La renommée de ce canal est une véritable prouesse technique, esthétique également, qui a vu le jour grâce à ses ingénieurs de la construction. Et la mission de ce pont-canal, en fait, était d'enjamber la Loire pour permettre aux péniches de relier directement le canal du Berry, le canal latéral à la Loire avec le canal de Briare, de connecter ainsi les bassins de la Saône et de la Seine, évitant donc aux bateaux de marchandises un long détour. Nous poursuivons notre découverte et l'après-midi sera consacré au château de Menetou-Salon. Le château domaine de Menetou-Salon, qui est situé à quelques kilomètres de Bourges, en plein cœur d'un vignoble réputé, le vignoble de Menetou-Salon. Ce domaine est la propriété des comtes de Sancerre depuis le règne de Saint-Louis. Le domaine de Menetou-Salon fut vendu au grand argentier du roi Charles VII, donc le fameux Jacques Coeur en 1448. Peu de temps après, Jacques Coeur tombe en disgrâce, ses biens lui sont confisqués. Après avoir appartenu à différentes familles, c'est au cours du XVIIIe siècle que le château de Menetou-Salon échut en héritage à la famille Brancas-Laurager, dont la fille Pauline, en 1773, épouse Louis Engelbert, prince et duc d'Arenberg. C'est au XIXe siècle que le prince Auguste d'Arenberg, personnage central du château de Menetou-Salon, décide d'agrandir le château et d'embellir ce domaine. Il en fait le symbole de son implantation au cœur du Cher. L'ancien château donc, de Jacques Coeur
présente aujourd'hui un style néogothique de par ses façades extérieures, élaborées par l'architecte Paul-Ernest Sanson. C'est une demeure assez somptueuse, entièrement meublée, comme vous pouvez l'apercevoir ici, et décorée dans un raffinement extrême. Elle est donc actuellement la résidence privée du prince Arambert II. Cette visite des différents salons, des intérieurs de ce château de Menetou-Salon, vous transportera un petit peu dans l'univers prussien du siècle des romantiques. Vous découvrirez le charme des temps passés et des saveurs d'aujourd'hui. Ici, ces quelques photos vous permettent de voir les pièces principales, comme le salon, le bureau, la chambre, la magnifique bibliothèque également. Et votre visite de ce château sera complétée par le très beau musée de l'automobile, puisqu'à l'intérieur des dépendances de ce château, on peut trouver donc un bon nombre de voitures, donc automobiles anciennes et aussi voitures à cheval. Ça vous permettra d'imaginer un petit peu la vie d'autrefois dans ces châteaux en particulier. Et vous pourrez ensuite laisser vagabonder votre imagination, je dirais, dans ce superbe jardin labyrinthe autour du château, donc qui est entouré d'un parc magnifique avec des arbres centenaires, comme vous pouvez voir à travers cette vue aérienne du château, donc le domaine de Tout-Salon. Notre fin d'après-midi sera consacrée à une dégustation de vin, puisque nous sommes au cœur de ces vignobles de Menetou-Salon. On ne pouvait pas quitter la ville sans faire une petite étape dans une cave pour déguster ces vins. Le vignoble de Menetou-Salon est très ancien. Si l'on se réfère aux vieux écrits, il date des 11e et 12e siècles. Les écrits relatent que le vin de Menetou-Salon fut l'un des plus précieux ornements de table, d'ailleurs, du grand argentier Jacques Coeur, qui acquit donc la seigneurie de Menetou au XVe siècle. Le domaine de Loye, donc à Menetou-Salon, le domaine que nous allons visiter, appartient depuis 1970 à la famille Moindreau. Donc, c'est la 3e génération, une tradition familiale qui conduit à développer le vignoble du grand-père ici, le grand-père qui était également meunier. L'exploitation se compose de 15 hectares de vignes répartis donc en 11 hectares plantés en cépage Sauvignon pour le Menetou-Salon blanc et 4 hectares plantés en cépage Pinot Noir pour le Menetou-Salon rosé et rouge. Donc, vous pourrez déguster ce délicieux vin qui est obtenu grâce aussi à la nature des sols que l'on peut trouver dans cette région berrichonne. Les sols argilo-calcaires ainsi que la bonne exposition des coteaux permettent ici de produire des vins naturellement très aromatiques. En fin d'après-midi, nous rejoindrons l'hôtel de notre circuit à Noirlac, à quelques kilomètres, à Saint-Amand-Montrond précisément. Un hôtel 3 étoiles que nous avons sélectionné pour cette escapade pour les 3 nuits. Donc, à partir de cet hôtel où nous prendrons tous nos dîners, nous passerons ces 3 nuits et nous rayonnerons autour de celui-ci à travers la région. Un hôtel de charme donc de 43 chambres, dans vraiment un écrin de verdure face au lac, comme vous pouvez l'apercevoir ici même. Et ce sera l'occasion aussi lors de nos 3 dîners que nous prendrons dans cet hôtel de déguster là encore des spécialités berrichonnes. Le deuxième jour, après le petit déjeuner, nous quitterons donc notre hôtel, direction l'abbaye de Noirlac. Ce sera partie également des points forts de notre circuit, la découverte de ce chef-d'œuvre cistercien. Au bord du Cher, donc l'abbaye de Noirlac veille vraiment a été installée ici au cœur de ce bocage. L'abbaye a été construite à partir de 1150 par un petit groupe de moines venus de Clairvaux. L'abbaye donc de Noirlac est le reflet de la simplicité, la sobriété du style cistercien fondé par Saint-Robert et développé par Saint-Bernard. Le plan ici à droite vous permet de découvrir un petit peu mieux les bâtiments monastiques de cette abbaye. Pour revenir sur l'histoire de celle-ci, à partir du XVIe siècle jusqu'à la Révolution française, les quelques moines qui y résident se consacrent autant à la gestion des biens de la communauté qu'à leur vie spirituelle.
En 1791, l'abbaye est confisquée au titre des biens nationaux. Elle est ensuite occupée par une manufacture de porcelaine pendant une grande partie du XIXe siècle. Le monument devient ensuite propriété du département du Cher en 1909 et va faire l'objet d'un grand plan de restauration entre 1950 et 1980. L'abbaye va retrouver alors son caractère authentique, son plan d'origine. Elle s'inscrit dans les voies de la modernité en passant commande notamment de très beaux vitraux, des vitraux contemporains donc, qui ont été commandés à Jean-Pierre Reynaud. Et parmi toutes les abbayes cisterciennes qui jalonnaient le territoire du diocèse de Bourges, il faut bien le dire, seule l'abbaye de Noirlac est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui dans sa quasi-intégralité. L'origine spatiale du monastère obéit donc aux règles traditionnelles issues du plan de ces abbayes. Donc, chaque bâtiment répond aux besoins quotidiens, spirituels, intellectuels et matériels des moines. Et les moines ici à Noirlac ont adapté le plan de leur abbaye à la topographie des lieux. Donc, avec au nord l'église qui domine les bâtiments conventuels, comme vous pouvez le voir sur le plan. Et les bâtiments conventuels qui se groupent autour du cloître et tout autour, donc le mur de clôture, les jardins et les communs qui viennent compléter cet ensemble. Quelques photos de l'intérieur de cette abbaye de Noirlac. Ici, le superbe cloître. Le cloître qui, lui, a fait l'objet de plusieurs siècles de construction, donc ce qui explique aussi l'évolution de son style que vous pourrez apprécier lors de votre visite. Le cloître qui est ouvert sur la salle capitulaire et le cloître qui est le cœur vraiment du monastère. Donc, il y a un premier cloître, comme vous pouvez l'apercevoir sur la gauche de l'écran, et un deuxième sur la droite. La construction du deuxième cloître s'échelonne sur plus d'un siècle. Les galeries ouest et nord ont été construites au XIIIe siècle, alors que les galeries est et sud à la première moitié du XIVe siècle. Ici, quelques vues des salles de la vie des moines, à savoir le réfectoire, la salle capitulaire également. Vous pouvez apercevoir ici tous les éléments de l'architecture dans cette très belle abbaye, puisqu'ici, on a aussi introduit des éléments de l'architecture bourguignonne. On va trouver aussi des voûtes d'ogives, des arcs romans. Après la visite donc, de cette abbaye, nous déjeunerons non loin de celle-ci dans un restaurant vraiment à proximité avant de poursuivre et nous diriger vers le château d'Ainay-le-Vieil. Le château d'Ainay-le-Vieil se trouve à peu près 10 km au sud de Saint-Amand-Montrond, donc au cœur de cette région. Et c'est à partir de cette collection, je dirais, de lieux d'exception que l'on retrouve un petit peu partout dans le Berry. Donc ce château en fait vraiment partie, assez atypique de par son architecture, comme vous pouvez le voir ici, assez surprenant. Il se situe au milieu du village dont il porte le nom, donc le village d'Ainay-le-Vieil, au cœur de ce département du Cher. De temps à autre, il arrive de voir aussi le surnom donc, de ce château, à savoir le petit Carcassonne du Berry. On l'assimile à la cité fortifiée de Carcassonne. C'est vrai que l'image aérienne peut faire penser à cette très belle cité de Carcassonne. C'est un château qui a été construit au XIVe siècle sur les vestiges d'une forteresse datant du XIIe siècle. Il est assez remarquable par son architecture, par la force dégagée justement par cette architecture, ses robustes remparts, mais aussi par le fait qu'il se comporte d'une architecture diverse, différente. Il se compose de deux parties. Ici, sur cette photo, vous apercevez sur la photo de gauche la partie médiévale, la plus à l'ouest, et plus à l'est, un petit peu cachée, la partie Renaissance que vous apercevez beaucoup mieux ici sur la photo de gauche. Ce château fait aussi partie aujourd'hui de la route touristique Jacques-Cœur. C'est d'ailleurs l'étape la plus méridionale de cette route touristique.
Ce château donc, nous est venu tout droit du Moyen-Âge. Ce château donc, est habité par une famille donc, depuis de nombreux siècles. À travers la visite, vous allez pouvoir revivre un petit peu l'histoire à travers les siècles. Vous allez pouvoir voir des souvenirs de l'histoire. Des personnages illustres ont visité également son passé dans ce château, puisqu'on pourra y voir les souvenirs de Colbert, Marie-Antoinette, Napoléon, à travers les visites donc, de ces superbes salons vraiment majestueux. Vous pouvez le voir ici, le château possède vraiment des intérieurs richement décorés, comme le montre la photo qui est sur votre droite. C'est la photo du grand salon que l'on aperçoit donc ici même, avec sa superbe cheminée. Celle-ci est décorée d'ailleurs en l'honneur d'Anne de Bretagne et de Louis XII. La suite de la visite nous mène ensuite vers une chapelle aussi très intéressante. De nombreuses pièces, comme ce grand salon, ont des plafonds à caissons, des plafonds sculptés en bois. Certaines pièces possèdent de très belles fresques aussi, des vitraux, des toiles de maître aussi. Enfin, un château vraiment très intéressant et avec de très belles pièces d'art et également de très belles collections en termes de mobilier. Nous poursuivons notre itinéraire et nous rejoindrons donc ensuite le château, le jardin de ce château. Un jardin également très intéressant avec une roseraie, comme vous pouvez l'apercevoir ici sur la droite. Ce sera déjà la fin donc, de cette deuxième journée. Nous rejoindrons donc notre hôtel pour le dîner et pour la nuit. Et le troisième jour sera consacré à la forteresse de Culan et à l'église de Saint-Désiré. Cette forteresse de Culan est installée au cœur d'un domaine de 3 hectares. C'est une forteresse médiévale située sur la commune de Culan. C'est un château de légende qui, à travers la visite, va vous transporter dans la vie au Moyen-Âge. Un château construit à la fin du XIIe siècle sur les vestiges d'un château en bois. Sa construction s'est étalée jusqu'au XVe siècle. C'est un véritable château fort qui déploie sa façade sur à peu près 80 mètres de longueur. Une façade qui, vous le voyez ici, est rythmée par de puissantes tours rondes couronnées de hourds en bois qui sont assez uniques. Durant la Révolution, les terres de ce château de Culan ont été partagées entre quelques familles. La forteresse a été vendue comme bien national et est actuellement remarquablement bien conservée. À l'intérieur de cette forteresse, là encore, de superbes pièces, outre les salles seigneuriales dotées de très belles cheminées datant du XVe siècle. L'intérieur de ce château abrite des trésors en termes de mobilier. Sa décoration est absolument superbe. Vous y verrez des meubles splendides des XVIIIe siècle, de très belles tapisseries d'Aubusson, comme vous pouvez l'apercevoir ici. Le château de Culan a reçu lui aussi, au cours de son histoire, plusieurs hôtes et personnages célèbres, dont Jeanne d'Arc, Louis XI, Sully, Madame de Sévigné, la romancière George Sand, venue en voisine avec Chopin, ou encore Ernest Renan. Au pied de ce château, nous verrons également quelques jardins d'inspiration moyenâgeuse où sont réunies des plantes aromatiques, des plantes médicinales ainsi qu'une roseraie. Nous continuerons et ce sera donc déjà l'heure du déjeuner où nous sommes attendus dans une petite auberge, l'auberge de Saint-Désiré. Et comme le dit si justement notre conférencière Oksana qui vous accompagnera pour cette escapade, une petite gargote dans cette auberge de Saint-Désiré. C'est une amie d'ailleurs d'Oksana qui tient ce restaurant et qui sera ravie de vous faire partager encore là quelques spécialités de la région. Après le déjeuner, nous visiterons l'église de Saint-Désiré, cette petite église au cœur du village, une église construite entre les 11e et 12e siècles, une petite église romane classée monument historique depuis 1864. Elle fait partie du patrimoine historique de la région. Elle est dédiée à Saint-Désiré, un évêque mort
en 531. Elle a probablement été construite à l'emplacement de la première chapelle renfermant le tombeau de Saint-Désiré. Cette église est construite en grès rose. C'est un bel exemple, vous le voyez, de l'architecture romane. Son superbe chevet ici présenté sur la photo de gauche permet d'apercevoir les modillons sculptés, ces têtes grotesques. L'intérieur, sur la droite, vous apercevez l'une des nefs, puisque c'est une église à 3 nefs, et également une photo qui vous présente la crypte semi-enterrée et éclairée par des fenêtres donnant sur l'extérieur. Donc, nous visiterons vraiment ce bel exemple d'architecture romane au cœur de la campagne berrichonne. La fin d'après-midi sera consacrée à la visite d'un atelier d'artistes, une réception privée pour notre petit groupe qui est organisé également par notre conférencière pour rendre visite à l'une de ses amies, donc artiste, et qui sera ravie de vous faire visiter son exposition. Et nous terminerons la journée par un moment en toute convivialité, puisqu'Oksana vous invitera dans sa maison rurale datant du XVIe siècle, un ancien prieuré où elle est ravie de passer des jours paisibles dans cette campagne à plusieurs reprises dans l'année. Nous rejoindrons en fin de journée notre hôtel à Saint-Amand-en-Montrond pour notre troisième et dernière nuit. Le quatrième jour, notre programme va nous mener vers la forteresse de Meilhan et la ville de Bourges. Nous partirons donc après le petit déjeuner pour la forteresse de Meilhan, l'une des étapes aussi de la route Jacques-Cœur. Cette forteresse est située à environ 30 km de Bourges. C'est un château aux multiples facettes, là aussi avec de superbes collections à l'intérieur de ce château. Ce château est un ensemble assez unique que l'on doit à Charles Ier d'Amboise et à son fils qui remanièrent l'ancienne forteresse édifiée en 1300 par Jean de Sancerre. La façade ouest reste de style médiéval. Sur la photo qui est à droite, vous pouvez apercevoir le mélange vraiment de styles, alors que la façade à l'est, avec son ornementation et notamment sa tour du Lion, c'est en effet une tour d'art gothique flamboyant sous influence de la Renaissance qui vient compléter cette très belle façade. Vous allez voir plus en détail ici cette tour, voilà ici, cette tour du Lion. Donc là, vous avez vraiment tous les éléments de l'architecture du gothique flamboyant, transition avec la Renaissance, avec de nombreuses moulures, des accolades, des rampants ornés de feuilles de chou. Les armes également de la famille d'Amboise sont sculptées, une véritable dentelle de pierre sur cette tour. Nous visiterons donc cette forteresse de Meilhan. Voici donc une vue aérienne de la tour ici. L'intérieur de cette forteresse, voici donc quelques photos. Vous apercevrez notamment la grande salle à manger que vous pouvez voir ici sur la droite, présentant donc de très belles tapisseries de Bruges. Vous apercevrez notamment, vous le voyez sur la photo de gauche, au-dessus de la cheminée, une galerie qui servait à faire jouer les musiciens. De très beaux intérieurs, vous l'avez compris, donc à travers ces salons, à travers la visite de cette forteresse de Meilhan. Dans la grande salle à manger, là encore, on peut découvrir des plafonds à caissons, des plafonds en bois sculpté. On pourra découvrir aussi au fil de notre visite la chambre du cardinal d'Amboise, sans doute l'une des plus belles pièces du château, avec à l'intérieur un somptueux mobilier flamand. Et là, on se rend compte, on se rappelle et bien que les châteaux de la Loire ne sont pas très loin, puisqu'on retrouve vraiment ce style dans toute la région. Après la visite de cette forteresse de Meilhan, nous sommes attendus pour le déjeuner qui viendra clôturer notre escapade culturelle et qui permettra de continuer notre découverte du patrimoine culinaire berrichon dans ce restaurant gastronomique, le restaurant Au Marais, donc une étape gastronomique dans la région où vous pourrez passer donc quelques bons moments aussi. Et l'après-midi sera consacré à la très belle ville de Bourges, capitale donc du Berry.
Donc, quelques heures de flânerie à Bourges, vous pourrez déambuler comme bon vous semble dans la cité historique en compagnie de votre conférencière. Cette ville de Bourges qui a été labellisée ville d'art et d'histoire, une ville qui a conservé tout au long de son histoire un riche patrimoine somptueux également, témoin de ce passé remarquable. Vous avez ici quelques vues de sa superbe cathédrale Saint-Étienne, cathédrale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, une cathédrale construite entre la fin du XIIe siècle et du XIIIe siècle. Elle fait partie des grandes cathédrales françaises. On peut accéder notamment à la crypte romane, où est entreposé entre autres le gisant en marbre du duc Jean de Berry, dont une copie se trouve au Palais Jacques-Cœur. Palais Jacques-Cœur que vous apercevez à droite ici de votre écran à travers cette photo. Donc, comme on le disait, l'un des plus bels édifices gothiques que l'on peut trouver en France, un superbe façade que ce Palais Jacques-Cœur. Et en déambulant dans cette superbe ville de Bourges, vous pourrez voir un bon nombre d'hôtels particuliers, des centaines de maisons à pans de bois réparties dans cette ville. Une très belle ville vraiment à découvrir pour les amoureux d'architecture. Vous l'avez compris, donc cette escapade en terre berrichonne est une escapade réellement revigorante au cœur de cet écrin de verdure, dans une atmosphère paisible, dans ces paysages champêtres, ces vignobles parsemés de châteaux, de jardins remarquables, des villages pleins de charme, de tradition, qui ravirent en leur temps les plus grands, George Sand, les peintres impressionnistes, les grands hommes d'histoire également. Une terre romantique qui perpétue avec bonheur la mémoire des savoir-faire anciens et de toutes les traditions de cette très belle région. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Sans plus tarder, je vous donne rendez-vous le jeudi 22 avril pour notre prochaine visioconférence à 10h30. Celle-ci sera présentée par Cédric Cabane et consacrée à la romanité en Provence, une échappée menant donc l'art romain entre le pont du Gard, la ville de Nîmes, Uzès, Arles, et avec le fil conducteur de la très belle exposition consacrée à Auguste au musée de la Romanité de Nîmes. Vous retrouverez sur notre site internet l'ensemble de nos programmes détaillés et bien entendu, nous restons à votre disposition pour tout renseignement. Merci encore et à très bientôt.